Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous avoir rejoints dans ce nouveau numéro de Table Ronde. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la journée de vivre pour les autres. Vous qui regardez cette émission, nous avons une question à vous poser. Une question à vous poser, vous qui me regardez maintenant. Que voulez-vous faire de la RDC? Que voulez-vous faire de la RDC? Je pense que chacun de nous va devoir répondre à cette question aujourd'hui. Que voulez-vous faire de la RDC? C'est une question autour de laquelle nous allons graviter aujourd'hui dans cette émission. Et pour en parler, notre invité n'est plus à présenter. Il s'agit de M. Thomas Ouechi. Bonsoir. Bonsoir, Alexandre. Monsieur Thomas Ouechi, vous êtes initiateur de la Fondation Vivre pour les autres. Vous aviez animé une organisation de la société civile en son temps, OPUR. OPUR, c'est Organisation Unité et Réconciliation et Reconstruction. Ouais. Justement. Alors, avec vous, nous voulons un peu parler de cette question qui est un peu très importante. Que voulez-vous faire de l'RDC? C'est une question qui s'adresse pratiquement à tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. Du Alors, sommet à la base. À la base. Alors, mais nous allons faire d'abord ce que nous faisons d'habitude. Ouais. Dire un petit mot par rapport à la Fondation Vivre pour les autres. Ok. La Fondation Vivre pour les autres, c'est un enfant de OPUR, Organisation Paix, Unité, Réconciliation, Reconstruction. Ce n'est pas une organisation qui est inconnue parce que c'est une des rares organisations qui a fait 10 années, plus de 10 ans avec l'Union européenne. En activité. Hein. En activité, avec le Fonds des Nations Unies pour la démocratie, okay. Avec le HCR, avec la MONUSCO. Donc l'OPUR, pendant 10 ans, a bénéficié de l'accompagnement de ces grandes structures. C'est pour vous dire que l'OPUR n'est pas n'importe quoi. Vous entrez dans leur site, vous allez trouver ce que... Donc l'OPUR, c'est paix, unité, réconciliation et reconstruction. Ah, donc, la fondation, au fait, c'est dans le sang. Parce que je suis fils d'un pasteur, et c'est ça, j'ai été éduqué de cette manière, de vivre pour les autres. C'est-à-dire que je suis comme un arbre planté au bord des courants d'eau, n'est-ce pas? Le psaume chapitre 1, et puis vous avez l'arbre, c'est représenté. L'arbre, ça joue beaucoup de rôles, n'est-ce pas? Il donne l'ombrage, il donne le fruit, hein, n'est-ce pas? Donc, nous ne sommes pas venus sur cette terre pour nous-mêmes. Nous sommes venus pour les autres. Voilà, en résumé, parce que nous n'aurons pas beaucoup de temps. D'accord. Nous devons aborder notre sujet. Justement. Alors, nous passons directement à notre sujet. Que voulez-vous faire de la RDC? C'est une question que nous posons à tout le monde. Une question qui se pose à tout le monde. Et comment vous introduisez ce sujet aujourd'hui? Oui, ce sujet, c'est un sujet important. Dans une des chaînes locales, c'était un sujet qui a pris pratiquement 2 ans à développer. Justement. Que voulez-vous faire? Nous avons invité des gens pour venir expliquer ce qu'ils pensent. Faire de la RDC. S'ils étaient aux commandes de ce pays. Que voulez-vous faire de ce pays? Je crois que l'hymne national que nous avons, il dit tout, n'est-ce pas? L'hymne national, nous voulons un beau pays, un grand pays, un pays au centre de l'Afrique. Et les Africains, d'ailleurs, quand vous suivez les Africains, ils sont en train de nous gronder, nous les Congolais, de nous réprimander parce que nous n'utilisons pas toutes nos facultés pour faire de la RDC un moteur de développement, pour faire de la RDC un oasis de paix, un oasis de paix, hein, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il n'y a pas de paix dans notre pays. Que voulons-nous faire de la RDC? Donc c'est une question qui peut être posée aujourd'hui au chef de l'État, hein, n'est-ce pas, qui a donné les défis et les engagements qu'il a pris pour cette année. Le chef de l'État a donné, n'est-ce pas? C'est une question qui doit être posée au commun de mortels. Hein? Lorsque nous voyons des choses se faire du n'importe quoi, c'est une question qui doit être posée aux chefs d'entreprise. Parce que, vous savez, l'émission a reçu vraiment l'inspiration à mon arrivée hier à l'aéroport de Kinshasa. Hein, n'est-ce pas? Vous voyez, quand vous voyagez à l'étranger, vous avez beaucoup de facilités.
lorsque j'arrive à notre petit aéroport, aérogare, Ambroise, ça fait pitié. Combien d'étrangers étaient à l'intérieur, là où on doit retirer les bagages. Les bagages. Parce que cette fois-ci, j'ai dit non, je vais le faire moi-même. Hein, n'est-ce pas? Au lieu de faire venir le protocole pour venir faire, j'ai dit non, cette fois-ci, laissez-moi, je vais m'en occuper. Dimanche, je vais m'en occuper. Je pensais que c'était si simple. Mais je vous assure, la chaleur qui était là où on retire les bagages, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? La RVA, il y a même quelqu'un de la RVA, il dit mais 20 000 $ seulement, on peut remettre la climatisation. Pas de climatisation à cet endroit. Très mal. Là où il y a les tapis qui doivent faire circuler les bagages. Le sujet est venu aujourd'hui, ce matin. Que voulez-vous faire de la RDC? Là où vous êtes, là où on vous a donné une parcelle d'autorité. Là où vous décidez. Là où vous décidez. Que voulez-vous faire de la RDC? Vous êtes venu pour jouer ou pour faire du n'importe quoi? Et c'est là que il y a un tableau que j'allais présenter, mais bon, le courant est parti. Hein. Le courant est parti, donc je n'ai pas pu. Alors, mais ça va venir parce que justement. Alors, lorsque nous regardons la pyramide du pouvoir, on voit le sommet jusqu'à la base. Il y a toujours un débat au sein de l'opinion, on s'est dit, qui doit commencer? Est-ce la base qui doit commencer? Est-ce le sommet qui doit commencer? Mais la question ici, on doit d'abord la poser au président de la République. Que voulez-vous faire de la RDC? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, par exemple, la priorité d'abord. Quelle est la priorité pour le pays aujourd'hui? La priorité pour le pays. Avant de faire quoi que ce soit, nous avons besoin de la paix. Ouais. Nous avons besoin de la réconciliation. Nous avons besoin de la reconstruction de notre pays. Hein, n'est-ce pas? Donc, avant de reconstruire, le chef de l'État est en train de prendre des initiatives très louables. Hein, n'est-ce pas? Parfois, on le critique, mais bon, moi je viens d'assister à la table ronde qui a été présidée par lui en France, hein, n'est-ce pas? Que je crois que vous avez suivi. Le premier retombé, c'est que la France, par la bouche de Macron, a condamné le Rwanda. Le Rwanda, hein, n'est-ce pas? C'est déjà quelque chose. Hein? Quelque chose, n'est-ce pas? Parce que pourquoi un petit pays comme le Rwanda doit nous faire souffrir comme ça? Donc, vous voyez, donc ça veut dire que si nous nous mettons tous ensemble, parce qu'aujourd'hui, si l'Amérique est attaquée, il n'y a pas de démocrates, il n'y a pas de républicains. Hein, n'est-ce pas? Même si la France est attaquée, il n'y a pas de la gauche, il n'y a pas la droite. Hein, n'est-ce pas? C'est tout le monde qui se mobilise pour combattre d'abord l'ennemi extérieur. Alors, il ne faut pas favoriser, ça c'est un petit avis que je peux donner au chef de l'État, il ne doit pas favoriser ceux qui veulent le mener à créer encore à l'intérieur un autre combat, hein, n'est-ce pas? Parce que, vous savez, nous voulons aujourd'hui mobiliser toutes les forces derrière lui. Mais il y a des gens qui veulent l'amener à créer un autre combat à l'intérieur. De mécontentement à l'intérieur. Comment les gens vont se mettre ensemble s'il y a le mécontentement à l'intérieur? Le non-paiement des salaires, des choses que vous connaissez vous-même. Des frustrations qui arrivent. Des frustrations qui arrivent. Vous voyez, des choses comme ça, il faut regarder. Est-ce qu'on peut voir les conséquences de tout ce qui s'est fait? Des conseils qu'on donne au chef de l'État. Est-ce qu'on regarde ça? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de résoudre ce problème à l'interne? Hein, n'est-ce pas? C'est ça que je suis en train de dire. Qui est aujourd'hui, qui de sensé, qui peut dire que moi je me mets derrière ceux qui sont avec le Rwanda pour combattre la RDC? Quelqu'un de sensé, d'intelligent, qui va se mettre derrière ces gens? Il n'y a personne qui peut le faire. Le chef de l'État, il faut l'amener à prendre des décisions qui rassemblent les Congolais pour combattre le Rwanda. Parce que l'union fait la force, n'est-ce pas? Ça s'appelle la cohésion nationale. La cohésion nationale. Ça signifie que vous voulez gagner la guerre qui vous est imposée,
Mais vous êtes en cohésion nationale. Vous évitez les actes qui vous fragilisent en interne. Oui, qui nous fragilisent. Le mécontentement intérieur, n'est-ce pas? Vous voyez, parce qu'il ne faut pas dire les choses, il ne faut pas cacher le monde. Oui. Il y a des choses que on veut pousser les chefs de l'État à un éclatement à l'intérieur. Oui. On veut les pousser à un éclatement à l'intérieur. Oui, alors là, ça va favoriser l'ennemi. Vous savez, Mzee Laurent Désiré Kabila, c'était une étiquette de Rwandais. Vous connaissez comment il est arrivé? Comment il est arrivé? Avec l'AFDEL. Avec l'AFDEL. Donc on l'a pris, mais tout simplement parce que c'était un nationaliste. Il a voulu... Ngandu Kisase, qui disait la vérité tout au cours mais on l'a éliminé, n'est-ce pas? C'est Ngandu Kisase peut-être qui allait être le leader. Mais comme Mzee était un homme très prudent, agissant dans la prudence, mais c'est à partir de Lubumbashi, c'était trop tard. C'est à partir de Lubumbashi qu'il s'est proclamé président de la République, sans consulter les autres, n'est-ce pas? Ça partait, alors tout le monde était obligé, mais arrivé ici, il a joué un peu le jeu, mais en fin de compte, il a vu qu'il devait s'arrêter parce que Étienne Tshisekedi lui disait attention avec ces gens. Vous comprenez? Donc, il y a lieu de mobiliser toute la... Parce qu'au fait, les défis que le chef de l'État a donnés, c'est, je crois que toute économie, c'est tous ceux qui veulent construire le pays. Il a donné trois défis. Trois défis. Vous avez le désenclavement. Le désenclavement, ce pays peut être désenclavé avec le chemin de fer. Et vous vous rendez compte, dans le 6 milliards qu'on vient de renégocier avec les contrats chinois. Le contrat chinois. 7 milliards de dollars. 7 milliards de dollars. On n'a rien donné au chemin de fer. Pourtant, alors que si on donne plus qu'1 milliard au chemin de fer, mais le pays va être désenclavé. Oui, une grande partie va être désenclavée. Mais vous voyez les conseillers qui sont là. Mais Stanley, c'est Stanley qui a dit que le Congo ne vaut pas un pénis sans chemin de fer, n'est-ce pas? Le chemin de fer, c'est le seul moyen moins cher pour désenclaver le pays, parce que le pays, nous n'avons qu'une petite sortie vers Banana, vers l'océan, n'est-ce pas? C'est pour cela que la construction du port et du port de Banana s'avère capitale. Les avions peuvent exister, les routes peuvent exister, les voies peuvent exister, mais le chemin de fer, c'est très important. Et le développement de lacustre de bateaux, n'est-ce pas? C'est très important. Donc ce sont des choses comme ça que les gens doivent donner des conseils au chef de l'État. Parce que lorsque vous lui donnez des conseils sans peser le pour et le contre, eh bien, vous êtes en train de retarder son élan, n'est-ce pas? Les 6 engagements qu'il a pris. Il doit le remplir, n'est-ce pas? C'est ce que je vous ai dit. Lorsqu'il les remplit convenablement, parce qu'on va le juger. Et surtout le jour où il prend ses engagements, les 6 engagements, il donne les 3 défis au Stade de Martyrs lors de son investiture pour un second mandat. Les Congolais avaient applaudi. Et maintenant, il faut que ses collaborateurs, les conseillers, c'est pourquoi on leur pose la question, que voulez-vous faire de la RDC? Vous qui conseillez le président de la République. J'étais avec une haute personnalité qui est vraiment engagée vis-à-vis du chef de l'État. Chaque fois qu'il les rencontrait, la diaspora, il leur disait que vous êtes des voleurs. Ah bon? Ah oui, parce que c'est eux qui sont venus vraiment pour détruire le pays. Ils sont venus de la diaspora, le chef d'État, croyant qu'ils ont l'expertise, ils ont l'expérience. Non. Mais chaque fois ils sont venus vous êtes des voleurs. Nous mettre en difficulté. Vous venez mettre le chef en difficulté. Le chef, parfois, il a des idées, il a des projets, il a des initiatives,
Mais ces gens-là sont en train de le bloquer Apparemment, d'une manière ou d'une autre. Ce sont des affairistes, on dirait, des affairistes. Bon, je prends le cas de la RV. Oui. Ce cas-là doit nous interpeller, doit interpeller même Madame la Première ministre, n'est-ce pas? Ça doit interpeller les gens. D'abord, un instant, parce que là, vraiment, aujourd'hui, nous allons faire du coq à l'âne. On va se toucher à tout. Oui, allez-y. Les membres du gouvernement, ils doivent avoir d'abord un séminaire. Un séminaire, Les oui. membres du gouvernement, De remise à niveau, comme on avant de dit. toucher leurs indemnités d'entrée, doivent chacun présenter un programme de son secteur qui va contribuer à la réalisation de 6 engagements du président de la République, oui. Et c'est sur base de ces programmes qu'on va l'évaluer. Exact. Même ces indemnités de sortie seront évaluées sur base de ces programmes. Ah oui, mais la Première ministre devait veiller à ça. Hein. Mais je vous dis, mais c'est parce que on va comme ça, on entre au gouvernement et puis on dit on commence à travailler. Non, 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 non. Non, on veut un programme d'abord. Un monsieur qui est... Voici le 6 engagements, le 3 défis du chef de... Qu'est-ce que vous êtes capable de faire dans votre secteur? Vous allez voir, des choses vont changer. Les choses vont changer, Ambroise, parce que la personne, il est mis devant ses responsabilités. Comment voulez-vous avoir un gouvernement comme ça qui ne connaît même pas? Il y en a qui ne connaissent même pas les défis et les engagements du chef de l'État et qui cherchent à devenir ministre. Vous voyez le problème. Or que nous devons tous être centrés sur ça parce que c'est noble désenclaver le pays, hein, n'est-ce pas? C'est noble assainir nos villes, c'est noble développement de l'agriculture, parce que l'agriculture aujourd'hui, ça va de pair, ça va ensemble. Donc. Quand vous développez les chemins, vous désenclavez le pays, mais le pays, la RDC, c'est un grand pays agricole. Ah, exact. Nous n'avons pas besoin d'engrais pour faire l'agricole dans notre pays. Les herbes poussent même sur les toitures de maisons. Donc nous avons un climat extraordinaire. Donc il suffit de connaître bien son pays. Eh bien, Kinshasa et les grandes villes peuvent être alimentées au lieu de continuer avec les importations qui nous bouffent des devises pour rien. On peut même commencer à sortir la nourriture, l'agriculture, on peut exporter aussi à l'extérieur. Il y a des projets d'entrepreneuriat. Le chef de l'État veut encourager l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, c'est surtout dans l'agriculture, n'est-ce pas? C'est dans l'agriculture qu'on va trouver la matière première pour faire de petites industries. Franchement, je vous dis que si le gouvernement n'insiste pas, d'abord, une formation, une orientation sur la vision du chef de l'État pour les 5 ans ici, que chacun puisse se comprendre et exiger de cette formation que chaque ministre lui apporte le programme. Comment vous allez atteindre. Vous travaillez avec combien d'entreprises? Le transport, vous travaillez avec RVA, vous travaillez avec SNCC, vous travaillez avec... Bon, telle entreprise, vous travaillez... Donc, chaque réunion... Il y aura quand même une sorte de symbiose. Comment donc? Un programme qui part du gouvernement au niveau des... géré comme ça. Et quand nous voyons, par exemple, je vous ai donné l'exemple de la DGDA, qui récolte... Au Congo central, hein? Qui récolte, par exemple, 10 000 $ pour le dédouanement d'une machine ou quelque chose comme ça, mais qui ne verse au trésor public que 0,5 ou 1% au trésor. Est-ce que vous trouvez normal? Lorsqu'on dit que le budget de la RDC peut dépasser, franchement, il peut dépasser. Le Rwanda, son budget, c'est 20 milliards de $ par an. Le Rwanda est un petit pays. Et nous, la RDC, nous sommes en dessous de 7 milliards
de dollars. Le Nigeria a 500 milliards de dollars. La République sud-africaine, 300 quelque chose. Ouais, le Nigeria, c'est un pays qui est dominé par le blanc, par le noir, n'est-ce pas? Mais parce qu'à cause du pétrole, ils savent bien gérer le pétrole. Les problèmes, c'est la gestion. Ils ont effectivement la richesse du pétrole, mais nous avons aussi des richesses. Nous pouvons canaliser toutes ces richesses. Mais nous pouvons C'est pourquoi nous posons la question, que voulez-vous faire de la RDC? Vous êtes député national, vous êtes ministre, vous êtes sénateur, vous êtes gouverneur, vous êtes bourgmestre, vous êtes ministre provincial. Mais que voulez-vous faire de la RDC? Il y a des problèmes au pays, la lutte contre la corruption. Les gens veulent lutter contre la corruption, mais vous sentez qu'il y a des faits et gestes de certaines personnes qui ne vous donnent pas l'impression qu'ils veulent vraiment lutter contre la corruption, qui ne vous donnent pas l'impression que... Qui veulent détruire le pays. Voilà. Rien que par les actions, on voit que ce sont des destructeurs de notre pays. Vous voyez, quand vous donnez des marchés, je ne sais pas si c'est déjà vérifié, on donne le marché, et puis ici ce n'est pas vérifié, vous comprenez? Si on donne des marchés et que ce sont des faux marchés, vous voyez, il paraît que j'ai lu le fournisseur de lampadaires, il dit c'est de qualité, tout ça, etc. Mais on peut toujours, il y a la contre-expertise. La contre-expertise. Est-ce que ça existe lorsque nous acceptons des marchés comme ça? Est-ce qu'on veut vraiment du bien pour le pays? Et puis après, ce sont les mêmes qui, lorsqu'ils ne sont plus au pouvoir, ce sont les mêmes qui critiquent. Mais bon, il y a beaucoup alors qu'eux-mêmes étaient là dans la destruction de notre pays. On parle de la qualité pendant qu'on n'a pas les moyens à s'offrir même la qualité supérieure. Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que c'est une émission très importante. Lorsque nous allons entrer secteur par secteur, vous allez voir que voulez-vous faire de la RDC. C'est ça, vivre pour... Que pensez-vous, que dites-vous à ceux qui se justifient souvent? Ils ont une parcelle de pouvoir. Vous attendez de lui des résultats, mais il a tout le temps de se justifier pour dire que ce n'est pas sa faute, c'est la faute des autres. Mais quels sont les critères d'évaluation? Vous voyez, lorsque quelqu'un n'a jamais présenté un programme qui va dans le sens d'appuyer la vision du leader de notre pays. Donc il entre comme ça et puis il ne sait même pas ce qu'il doit faire. Ah oui. Mais on nomme des gens comme ça qui entrent dans les ministères, ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Or qu'on parle souvent d'un contrat programme. Un contrat programme. Les entreprises doivent signer un contrat programme avec leur ministre de tutelle. C'est sur base du contrat programme qu'on va juger. Monsieur, vous avez dit ça et ça. Mais jusque-là, nous voyons ça et ça. Non, non, nous devons arriver à une gestion beaucoup plus professionnelle. N'est-ce pas? Une gestion professionnelle. Donc, où nous avons la planification et les prévisions, où nous avons l'organisation et l'administration, où nous avons la coordination, où nous avons le commandement et nous avons les contrôles. C'est ça la gestion professionnelle. Alors, pour revenir aux 3 défis du président de la République et aux 6 engagements qu'il a pris, ça devrait partir du programme de la première ministre qu'il va présenter à l'Assemblée nationale pour son investiture. Et après cela, tous les ministères dans leur secteur, ils présentent un programme. Oui, ça devrait partir de cette manière-là. Oui, bien sûr. Tous les ministères présentent un programme. D'ailleurs, je crois que ça peut se faire dans le sens contraire. D'abord, parce que pour que le Premier ministre présente un programme, il faut que ça parte de la base, des ministères sectoriels. Comme ça, sectoriels. Pour qu'elle fasse la compilation. La compilation. C'est ça, parce que sinon, ça va être un tohu-bohi, n'est-ce pas? Donc, ils connaissent tous la vision du chef de l'État pour les 5 ans. Désenclaver le pays. N'est-ce pas? Assainir les villes. Développer l'agriculture. Donc, on connaît, n'est-ce pas? Et puis vous avez les engagements que chacun doit s'imprégner et introniser, n'est-ce pas, dans son secteur. Comme ça, nous aurons
un gouvernement. Les combles, c'est que... Warrior, n'est-ce pas? Les combles, c'est que la manière dont on va chercher les postes au niveau du gouvernement, c'est qu'il y a beaucoup plus l'idée d'avoir des avantages que de travailler pour son pays. Même au niveau des ministères. Au niveau des ministères, on recommande telle personne qui doit être ceci, mais il ne fournit pas le travail qu'il doit fournir. Vous voyez le problème? Alors ça bloque aussi les ministères. Donc il faut que les ministres choisissent aussi de personnes compétentes, n'est-ce pas, dans chaque secteur. N'est-ce pas? Il faut qu'il y ait, par exemple, si je suis un ministre, la première des choses que je veux savoir, c'est combien de conseillers on me donne. On me donne combien de conseillers, si c'est 8 conseillers. Oui. Si c'est dans mon secteur, j'appelle des experts. Oui. J'ai quand même le secrétariat général qui est là. Oui. Je peux commencer avec... Je peux travailler avec eux pour voir les tâches de chaque conseiller, n'est-ce pas? Parce que ces conseillers vont travailler avec l'administration, n'est-ce pas? Et puis, on fait le job description. Le job description avant d'engager les conseillers. Job description. Et quand vous êtes en présence de conseillers, peut-être même un petit test rapide pour savoir que si la personne a une certaine expérience. Expérience, c'est autre chose. Expertise, c'est autre chose. S'il a une certaine expertise, mais si vous donnez un travail à un conseiller, il n'a aucune expertise là. Mais vous êtes en train de... Vous avez échoué avant même d'avoir commencé. Donc nous avons besoin des personnes qu'il faut aux places qu'il faut. Voilà, donc ça c'est le conseil que moi je peux donner à Madame Judith. Donc c'est pour cela que dès qu'il y a le gouvernement, d'abord le gouvernement doit avoir des gens, déjà un critérium pour mettre des gens à leur place. Bon, ça c'est pas tellement un problème, on peut faire les sciences, n'importe quelle science et être à la tête d'un ministère qui n'a rien à voir avec votre science, mais c'est votre leadership qui est important. Important. Le leadership, vous aurez des experts, vous aurez des conseillers. Alors, si vous ne vous faites pas seulement entourer des membres de votre famille parce que vous voulez les récompenser, ben vous devez regarder aux résultats, Les résultats présentés. Parce que si, après la nomination, il y a ce petit séminaire, n'est-ce pas, qui va mettre tout le ministre à attirer leur attention, messieurs, après, vous devez me présenter un programme. Et vous serez évalué par rapport à votre programme. Moi, je pense que tous les candidats membres du gouvernement actuellement doivent déjà diagnostiquer le pays ou leur secteur. Il doit y avoir déjà un diagnostic préalable. C'est ce que je dis. Le parti UDPS, à l'époque de Etienne Tshisekedi, mais c'est un parti qui était bien organisé. Il y avait des secrétaires généraux qui étaient là. Un secrétaire général aux finances, il connaît déjà tous les problèmes. Un secrétaire général à la fonction publique, il connaît déjà une sorte de gouvernement. Il y avait une sorte de gouvernement. Est-ce que nos partis ont ça aujourd'hui? Vous voyez le problème? Est-ce que nos partis... L'UDPS était bien organisé à l'époque, n'est-ce pas? Il y avait donc, vous pouvez prendre quelqu'un à la culture, secrétaire général chargé de la culture et de autre chose. Tout ça, vous le mettez à la culture. Il travaille. Parce qu'il a déjà ça au niveau du parti déjà. Au niveau du parti. Vous voyez, nos partis doivent fonctionner dans ce sens-là. Que voulez-vous faire de la RDC? C'est une question qui vous est posée. Vous qui suivez cette émission, vous qui avez une passée de pouvoir, vous qui décidez quelque part. Que voulez-vous faire de la RDC? Ne dites pas que ça concerne les autres. Ça vous concerne vous. On va terminer par là. Un mot de la fin pour ce soir. Un mot de la fin, c'est que nous allons continuer. Nous allons continuer. Parce que c'est une mission qui peut prendre quand même plusieurs mois. Voir un peu, on va faire le diagnostic de certaines entreprises ici. Justement. Comment elles fonctionnent. Justement. Et pourquoi elles ne devraient pas fonctionner de cette manière-là.
Vous vouliez déjà parler de la RVA à un moment qui n'est pas climatisée. Non, pas du tout. C'était une honte. Je vous assure, on transpire. Il y a des étrangers qui viennent au Congo. Mais on ne voit ça nulle part. Ailleurs quand on voyage. Même à Brazzaville, même au Cameroun, même à Bangui, on ne voit pas ce genre de choses. Comment la RDC est descendue trop bas? Donc je crois que c'est une question. Vous dormez avec ça, que voulez-vous faire de la RDC? Et si vous voulez nous rejoindre avec Ambroise pour animer cette... Que voulez-vous faire de la RDC? Écoutez, la porte est ouverte. La porte est ouverte, comme ça, on va animer un peu cette dimension. Merci beaucoup, Monsieur Thomas Ouetti. Nous rappelons que vous êtes initiateur de la Fondation Vivre pour les autres. Vous avez animé l'organisation OPUR. Organisation Paix, Unité, Réconciliation et Reconstruction. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons avec cette question. Que voulez-vous faire de la RDC? Nous allons revenir. À bientôt. Très bien.